moi, gagner 14 fois Roland Garros, c'est le plus grand exploit sportif jamais réalisé en ce jour. Rends-toi bien compte, c'est le nombre de titres de Grand Chelem de Pete Sampras. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer les tenants et les aboutissants de la domination de Rafael Nadal dans le Grand Chelem parisien. C'est parti, jingle. Le début de Rafa à Roland, il est bien loin en tout cas du monstre et de la légende qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'abord cette année 2003 où ça devait être sa première participation, sachant qu'il ne l'a pas fait en junior parce qu'il avait des problèmes d'agenda, notamment vis-à-vis des examens qu'il avait à passer. Et du coup en 2003, ce qui se passe, c'est que juste avant d'arriver à Paris, lors d'un entraînement, il saute par-dessus le filet et il se blesse comme ça. Donc évidemment, ça reste une sacrée cagade, si on peut dire ça comme ça, parce que voilà, première édition, tout le monde commence à sentir qu'il a le niveau pour intégrer le tableau final et vraiment performer dessus. Et donc ensuite, il y a cette année 2004 aussi où il déclare forfait pour la deuxième année de suite avec une fracture au pied. Et donc c'est vrai que l'histoire de Nadal à Roland Garros, elle commence quand même d'une façon assez particulière avec 2 forfaits en 2 ans. Cette année 2005, elle commence aussi par un événement assez particulier puisque quand il arrive pour son premier entraînement sur le Long Lane avec Ivo Karlovic, la pluie s'abat sur Paris. Donc on se dit à ce moment-là, évidemment, quand on connaît les 2 années précédentes, qu'il y a une certaine forme de malédiction vis-à-vis de Rafa à Paris et plus spécifiquement à Roland Garros, mais au final voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Il arrive en ayant fait le triplé Monte Carlo, Barcelone et Madrid. Il avait gagné 2 tournois sur terre en Amérique du Sud juste avant. Enfin voilà, c'est le grandissime favori. Il gagne évidemment avec cette finale contre Mariano Puerta qui est consécutive à cette victoire face à Roger Federer et Richard Gasquet au 3e tour, et il devient donc le 2e joueur après Wilander en 82 à gagner Roland pour sa première participation et surtout le 4e plus jeune à gagner le Grand Chelem parisien dans l'Air Open après Chang, après Wilander et évidemment Björn Borg. La légende de Rafa à Roland, elle s'est écrite en long, en large et en travers. Il a une statue aujourd'hui au sein du site, ce qui est hyper rare pour un joueur qui est toujours en activité. Il a gagné 4 fois pour ses 4 premières participations. Bon, en 2009, il perd contre Soderling, qui a une de ses 3 défaites sur ses 115 rencontres disputées là-bas. 97% de victoires, c'est quand même assez énorme. On parle d'un tournoi du Grand Chelem, pas d'un de 250. Et il gagne ensuite, entre 2010 et 2014, continuellement. Il égale Borg avec ses 6 titres en 2011 et il le dépasse en 2012. Donc évidemment, la légende de Rafa à Roland, elle est pour moi déjà inégalée, mais aussi assez inégalable dans ses sphères. Il y a évidemment ce forfait en 2016 avant son 3e tour face à Marcel Granollers, et il y a cette décima en 2017 face à Stan, et suivront des duels face à Thiem, face à Nollet, et bien évidemment cette dernière année en 2022 où il gagne avec un pied complètement endormi en gagnant 5-7 contre Auger-Aliassime, en battant Djokovic, Zverev qui malheureusement s'est blessé, et évidemment Casper Ruud en finale pour le 14e. Eh bien Rafa, il faut savoir qu'il a été évidemment élevé sur la terre battue majorcaine. C'est une surface qu'il l'a construite tennistiquement, tactiquement, physiquement aussi. Et c'est évidemment une surface très particulière puisque c'est une surface évidemment très lente où le jeu tactique est primordial et surtout où le rebond après la balle est très lent. Et donc Rafa a poussé le style de jeu du terrien, le style de jeu argentin à l'extrême. Le Rafa d'aujourd'hui est bien différent du Rafa de 2005 où il avait vraiment en fait un style de jeu beaucoup plus défensif qu'il a vraiment d'ailleurs fait évoluer en fait tout au long de sa carrière. Alors la particularité de Rafa, c'est évidemment sa patte de gaucher et ce service slicé, et on sait que 79% du temps après un service, en fait il va taper un coup droit. Et donc il enchaîne avec ce coup droit et il enchaîne sur le revers de l'adversaire, et là c'est pratiquement impossible pour les adversaires de le contrer, et malgré que en fait au fil des années tous les adversaires savent comment jouer Rafa, savent qu'il faut prendre la balle plus tôt, etc. Mais finalement n'ont jamais réussi à contrer cette tactique imparable qui est donc le revers slicé, et puis après on enchaîne sur la direction avec son coup droit. Ce coup en fait va avec tactiquement ce que fait Rafa. Rafa, comme j'ai dit, a un coup droit exceptionnel, il sert slicé et il va jouer le revers de l'adversaire, mais aussi il a évidemment un jeu de terrien, il se met très loin au retour et il profite de ce recul, il a 10 mètres de recul sur le Châtrier. La plupart de ses matchs finalement à Roland Garros, il a joué sur ce court, c'est un court qui donc l'avantage, et effectivement même les travaux à Roland Garros n'ont pas changé la physionomie de ce court et la dynamique qu'utilise Rafa sur ce court.
Je pense qu'on a tous cette image en tête du coup droit à l'assaut de Rafael Nadal. C'est une image phare, une image clé de l'Espagnol, en plus de ces fameux débardeurs qu'on peut voir un peu partout en début de carrière, parce qu'il a ce coup droit à l'assaut qui permet de donner une certaine rotation à la balle, 3600 à 5500 rotations par minute. On sait que la terre battue est une surface lente, ce qui prend énormément les effets, ce qui fait que la balle va gicler, va repousser ses adversaires. Et on peut parler de l'effet Magnus qui, quand un objet est en rotation, il est plus facilement attiré vers le bas. C'est pourquoi le lift prend autant sur terre battue et que, à contrario, quand des joueurs ont des frappes très tendues comme Daniil Medvedev, c'est beaucoup plus compliqué sur une surface comme la terre battue. Rafael a créé un profil et a une carrière atypique dans la ville parisienne. Gagner 14 fois le même titre, c'est quelque chose qui arrive jamais et qui n'est jamais arrivé. Et au fur et à mesure de ces années, il a créé quelque chose qui est mythique, une aura presque autour de ce joueur et de ce profil. Les joueurs le redoutent plus que n'importe quel autre joueur sur le circuit et avec ce palmarès et cette confiance qu'il a créée au fil de ces années sur ce court Philippe Chatrier, il est presque intouchable. Une image anecdotique pourrait être lors de la finale 2022 à Roland-Garros, dans les coulisses du court Philippe Chatrier, Casper Ruud qui est tétanisé par l'événement et qui attend qu'on l'appelle sur le court, et on a Rafael Nadal qui arrive totalement à l'aise, décontracté, qui s'échauffe, qui est une routine, qui est dans sa routine, et on sent que c'est pas la même gestion de l'événement, la même gestion de la pression. C'est aussi une des pattes de ce Big 3, ce top 3, c'est la gestion de l'instant et des moments cruciaux. Et Rafael, là, particulièrement à Roland-Garros, car c'est sa seconde maison, le court Philippe Chatrier, il a passé tellement de victoires, tellement de titres, que c'est sa seconde maison et presque rien ne peut lui arriver. Indébordable, c'est presque le terme. En fait, il a cette endurance et cette persévérance, que ce soit d'un point de vue physique et mental, qui font qu'il presque décourage ses adversaires. On a l'image de cette finale en 2019 contre l'Autrichien Dominic Thiem, où l'Autrichien joue un tennis somptueux, monstrueux pendant 2 sets, et à la fin du compte, il n'a gagné qu'un seul set, et comme le disait Paul-Henri Mathieu, il faut une force inhumaine et une endurance inhumaine pour déborder l'Espagnol. Il a cette persévérance et cette endurance qui font que il décourage ses adversaires en fait. On pense que c'est impossible d'en venir à bout. La toute première, c'est avec Roger Federer. Ça a été son principal rival pendant de longues années. Toute la deuxième partie de la décennie 2000-2010. Ils se sont affrontés à 6 reprises à Roland-Garros, 4 fois en finale, 6 victoires de Rafael Nadal, donc 6-0, c'est une prouesse colossale puisque contrairement à la croyance populaire, Federer est un terrien. Toute sa vie, il s'est entraîné sur terre battue avec Lublins. Mine de rien, Federer a quand même obtenu des résultats colossaux sur terre battue, à savoir 5 finales à Roland-Garros pour un titre. Et Nadal a toujours remporté ses matchs face à Federer pour tout un tas de raisons, en raison de son style de jeu. Il arrivait à martyriser Federer avec les diagonales revers, avec son coup droit à l'assaut, son coup droit qui liftait énormément. Et Federer qui a un revers à une main, c'est très compliqué de gérer le rebond haut et la balle qui gicle de Rafael Nadal. Quand on a un revers à une main, on a seulement 2 options. Soit on va prendre la balle tout de suite en demi-volée, mais c'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a des faux rebonds. Ou alors on la prend quand elle redescend au rebond, mais tout de suite on est distancé dans l'échange. Et Federer n'a jamais réussi à battre Rafael Nadal. Dans leur rivalité, il y a 2 matchs qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'est leur finale en 2011, puisque Federer arrivait tout auréolé de confiance. Il venait de battre Novak Djokovic en demi-finale, qui restait sur 43 victoires de suite. Il a réussi la plus grande performance de sa carrière sur terre battue et peut-être même dans sa vie. Et il arrive en finale face à Nadal. Il avait ses chances, il mène 5-2 au premier set, il va se procurer une balle de 7 sur le service de Nadal qui va rater avec une amortie, et après Nadal va s'envoler et remporter le match à l'issue d'un très beau combat en 4-7. Et puis une autre victoire de Nadal face à Federer qui me vient tout de suite en tête, c'est la finale de 2008 qui est la victoire la plus sèche de Nadal face à Federer et la pire défaite de la carrière de Federer en termes de jeu. Ça a donné 6-1, 6-3, 6-0, donc une raclée. Et Nadal a quand même fait preuve de classe à la fin du match puisqu'il n'a pas célébré sa victoire. Je pense à une deuxième rivalité, celle face à Novak Djokovic, qui a vraiment rythmé la carrière de Nadal à Roland-Garros et ailleurs. À Roland-Garros, ces 2 joueurs se sont affrontés à 10 reprises pour 8 victoires de Nadal, qui a tout de même perdu à 2 reprises contre Novak Djokovic. Ils se sont joués à 3 reprises en finale pour 3 titres de Nadal. Et puis il y a 2 matchs qui me viennent en tête au moment d'évoquer cette rivalité. La première, c'est leur demi-finale somptueuse en 2013 que Nadal va remporter 9-7 au 5e set. C'est tout simplement sa plus belle victoire à Roland-Garros selon moi. En plus, il va remonter un break de retard dans le 5e set. Et puis il y a tout un mythe autour de ce match, c'est le fameux point avec Novak Djokovic qui va toucher le filet à 4-3 40 donc c'est un match colossal. En 4h37 de jeu, il me semble. Et Nadal va remporter le match 9-7.
Donc Nadal aime bien gagner 9-7 au 5e set, on l'avait déjà vu à Wimbledon. Et puis un autre match Nadal-Djokovic à Roland qui m'a marqué, c'est la demi-finale de 2021 que Novak Djokovic va remporter cette fois avant de remporter le titre face à Stefanos Tsitsipas. C'était un match phénoménal, plein d'intensité avec des échanges brutaux, prouesse colossale, surtout le 3e set qui m'a vraiment marqué. Je pense que c'est un des plus grands sets de l'histoire, un set qui a duré 93 minutes, que Novak Djokovic a fini par remporter en sauvant notamment une balle de 7 sur une amortie, mais vraiment une des plus grandes victoires de la carrière de Novak Djokovic. Cette année 2022, je ne sais pas si on peut dire que c'est la plus belle pour Rafael Nadal, tellement elle a été éprouvante sur l'aspect physique. On sait quoi là, il l'a confié après le tournoi, il a été obligé de se faire des injections dans le pied, étant donné qu'il pouvait quasiment plus marcher, donc il avait le pied endormi, donc ça devait être vraiment terrible à vivre pour lui, même vraiment pendant les day-off, ça devait être vraiment très très dur. Maintenant c'est vrai que sur le plan émotionnel, c'était incroyable, je pense, pour lui, très ému. Forcément, il sait qu'il a plus beaucoup d'années devant lui, donc c'était vraiment incroyable. Je pense je sais pas s'il s'y attendait pendant le tournoi, je sais pas s'il avait vraiment cet espoir d'aller jusqu'au bout, étant donné qu'il avait quand même Félix Auger-Aliassime, Djokovic, Zverev, et sur le papier, Tsitsipas a joué en finale, donc parcours du combattant. Il s'en est quand même sorti. On sait que Rafael Nadal à Roland-Garros, ça défie toute concurrence. J'ai eu la chance de voir plusieurs fois Rafael Nadal à Roland-Garros, notamment une fois en 2008, donc j'étais tout jeune, j'avais 9 ans. J'ai vu le quart de finale le plus déséquilibré de l'histoire, c'était un match entre Rafael Nadal et Nicolas Almagro. Ça a donné 3 fois 6-1, donc une boucherie. Et lors de ce match, il y a une phrase assez célèbre de Nicolas Almagro qui est restée dans l'histoire. Almagro, il venait de se faire breaker, il a lâché haute voix. Putain, ce mec est injouable, je suis sûr qu'il va gagner Roland-Garros 40 fois. Il n'était pas très loin, vu que Nadal a gagné Roland-Garros 14 fois, mais c'est pour montrer que dès 2008, on sentait que Nadal était spécial à Roland-Garros. En 2008, il avait seulement 3 Roland-Garros à son titre, donc la moitié de Borg. Et puis par la suite, la prophétie d'Almagro s'est quasiment réalisée, puisque Rafael Nadal en a gagné 11 de plus. Alors ouais, cette anecdote moi remonte à 2019 et donc eh bien avec Joris on va à Roland-Garros, on arrive voilà à 11h à Roland en fait Joris avait la veste de Nadal parce que voilà on est vraiment 2 grands fans de Rafa et en fait quelqu'un reconnaît voilà la veste de Rafa et dit vous êtes fan de Rafa et tout et il nous escorte vers un cours, il nous dit bon bah je vous emmène, il y a Rafa qui s'entraîne nous on avait prévu d'aller regarder un match de filles donc bon, on a un peu zappé le match de filles j'avoue et on est tout de suite allé filer sur une annexe en fait et Rafa s'entraînait avec Carlos Moya et voilà en fait j'avais jamais vu Rafa d'aussi près en fait on le voit sur le cours Philippe Chatrier, en match, c'est évidemment monstrueux, mais pour un fan comme moi, de le voir d'aussi près, on était vraiment collés au cours en fait. Et ça a duré 45 minutes, mais je garde un souvenir voilà, impérissable de cet entraînement. Il a vraiment pas fait une faute, il a rien donné, ça criait dans tous les sens, il était déjà à fond. Donc voilà, ça pour un fan de Rafa, voir toute cette petite gestuelle aussi de Rafa, toutes ces petites mimiques, c'est aussi incroyable. Et puis on a eu la chance juste après de voir Gaël qui rentre dans un tout autre style, beaucoup plus décontracté. Mais voilà, c'était un moment assez incroyable. J'ai eu la chance d'assister au match contre Novak Djokovic le 11 juin 2021. Si on se rappelle bien, il y avait un contexte particulier autour de ce match-là avec le couvre-feu et Emmanuel Macron qui nous donne la possibilité de terminer ce match sur la soirée. Je n'étais pas censé assister à ce match-là d'abord et j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer sur le cours Philippe Chatrier et assister à cette rencontre de légende et on a pu voir un Rafael Nadal dans une position un peu délicate où il n'était pas à son prime, il y a eu des hauts et des bas et finalement c'est Novak Djokovic qui l'a emporté et on a senti sur cette balle de match un effroi un peu dans les gradins qui étaient majoritairement vides parce qu'il ne faut pas oublier que c'était à l'époque du Covid et du couvre-feu donc il était 21h45 si je dis pas de bêtises et donc la majorité des personnes étaient déjà rentrées chez elles donc les gradins étaient quasiment vides, il y avait que des vrais fans qui étaient dans les gradins je veux dire et donc sur la balle de match on a senti que quelque chose de spécial venait d'arriver, que c'était un souvenir que peu de gens allaient avoir la chance de garder et l'ambiance, je me souviens en sortant du Philippe Chatrier, les médias étaient devant l'enceinte de Roland-Garros, prêts à interviewer le peu de personnes qui avaient pu assister à ce moment rare et j'en fais partie. J'avais eu l'occasion d'être à Roland-Garros en 2022 et donc après sa victoire contre Casper Ruud, j'étais vers son hôtel et donc j'ai eu la chance de le voir partir
direction l'aéroport. Et au moment où il est descendu avec toute sa famille, sa sœur, sa femme, son oncle, enfin ses oncles et toute sa famille, son clan, on a senti un Rafael Nadal évidemment content d'avoir gagné son 14e Roland-Garros, mais son visage n'en disait pas autant. Il était vraiment assez triste dont son corps commençait à fonctionner, à réagir face à ses exploits. On a senti vraiment que voilà, ces prochaines semaines, ces prochains mois allaient être vraiment rudes avec ses traitements pour son pied. On sentait que voilà, on sentait que pour lui c'était son dernier. Et effectivement, l'année d'après, en 2023, on sait qu'il n'a pas pu faire le tournoi, donc voilà, on a senti vraiment un Rafael Nadal content évidemment, mais très inquiet pour la suite. Moi, ce qui me revient peut-être en tête, c'est son apparition en 2005, ses débuts, ce joueur avec les cheveux longs, son débardeur, son coup droit l'assaut, cette certaine forme d'innocence et aussi cette combativité sur le court qu'on a très vite remarqué sur ses premiers matchs où c'était assez impressionnant. Pour moi, c'est des valeurs assez importantes, le fait de se battre sur chaque point, qu'on a l'impression que rien n'est impossible. J'ai encore en tête cette défense incroyable contre David Ferrer en quart de finale en 2005 où vraiment il le balade du fond, Ferrer, et Nadal, il arrive à remettre une balle en plus et à faire une défense totalement dingue. Et franchement, c'est pour ça qu'on aime Rafa, ce combattant, ce guerrier qui est capable de remettre cette balle supplémentaire, de faire craquer son adversaire. Et c'est un petit peu tout ce qu'on a vu tout au long de sa carrière. Donc là, c'est vraiment l'un des premiers souvenirs par rapport à l'Espagnol sur le circuit principal et notamment à Roland-Garros. Si on prend un souvenir un petit peu plus personnel, quand j'ai eu la chance de le rencontrer à son académie en 2021, il revenait de son titre à Rome acquis contre Novak Djokovic. Il passait en coup de vent dans son académie pour se rentraîner avant Roland-Garros et il passait faire quelques interviews. Il est passé comme ça devant moi. J'étais en train de chercher mon masque, on était en période de pandémie. Je pensais le louper et du coup j'ai ma copine qui a couru derrière lui pour lui demander une photo et il s'avère que Rafa allait aux toilettes et qu'il lui a dit Aliba et qu'elle l'a suivi un petit peu jusqu'aux toilettes pour qu'on ait notre photo et derrière il est revenu, j'ai pu discuter un petit peu avec lui, j'ai pu prendre la photo et ça franchement ça fait plaisir. Donc voilà un peu de passer du virtuel au réel si on peut dire, ces premières images de Nadal en 2005 et après en 2021 la consécration pour moi en tant que fan de pouvoir prendre la photo avec lui. Effectivement un souvenir qui me vient en tête c'est l'année 2013. Avec mon père on avait réservé les places pour la finale. En 2012 il y avait eu Djoko Nadal donc on s'imaginait voir un énorme combat et puis on part à Paris, la finale est à 15h, mon père m'annonce qu'il a réservé les billets de train à 17h donc au final on se dit putain on va pas pouvoir voir un match complet. Et puis Nadal jouait contre David Ferrer en 2013 en finale et il lui a littéralement roulé dessus en mode rouleau compresseur. Donc on a pu voir le peu de bataille qu'il y a eu, mais en tout cas on a vu la finale dans sa globalité. C'était un moment sympa, ça m'a pas marqué comme match, mais en tout cas j'étais heureux d'avoir pu assister de A à Z au match, quoi. C'est un souvenir personnel, mais c'est incontestablement avant la décima. En fait, j'étais un fanboy encore plus énervé qu'aujourd'hui à l'époque, et donc du coup j'étais allé le voir à l'hôtel pour essayer de discuter, d'avoir une photo avec lui potentiellement. Et il faut savoir que je lui avais même écrit une lettre en français, en anglais et en espagnol. Et donc du coup on avait attendu pas mal de temps à l'hôtel et quand il était arrivé, j'avais pas osé lui donner, mais du coup Tony avait suivi derrière et il m'avait dit vas-y va lui donner en vrai, enfin voilà. Et du coup j'avais couru à l'ascenseur parce qu'il était dans l'ascenseur avec Carlos Moya et du coup j'ai fait un geste et en fait l'ascenseur était en train de se refermer et il l'a rouvert pour que je puisse lui donner la lettre. Donc je me suis retrouvé dans un ascenseur un jour avec Carlos Moya et Rafael Nadal, c'est pas commun. Et voilà, je sais jamais s'il l'a lu, j'ai jamais eu de réponse, je vous mets tout de suite à l'aise, mais voilà. Il y avait une lettre d'encouragement, avec tout ce qu'il représentait pour moi, où voilà, je lui faisais part du fait que ce soit un exemple pour moi, comme pour plein d'autres jeunes sans doute, qui jouaient au tennis ou pas d'ailleurs. Et beaucoup d'encouragement, juste avant la 10e en fait, donc c'était quand même assez symbolique. Effectivement, on peut clairement se poser la question, 14 Roland-Garros, c'est complètement fou, ça dépasse l'entendement. 14 Roland-Garros, c'est comme Pete Sampras, mais en un seul tournoi du Grand Chelem. Voilà, si on peut aller dans les comparaisons dans l'histoire du sport au niveau individuel, on pense à Michael Phelps forcément, qui a remporté 28 médailles, dont 23 en or aux Jeux Olympiques, ce qui est absolument gigantesque. Donc là, on a deux hommes qui sont parfaits, qui déploient leur meilleur niveau quand il le faut. Maintenant, personnellement, je mettrais les 14 Roland-Garros un tout petit peu au-dessus de Michael Phelps, même si voilà, il y a débat, il y a débat entre les deux. Mais voilà, pour la simple et bonne raison que
14 Roland-Garros. Roland-Garros, c'est peut-être le tournoi le plus dur à gagner sur le circuit. Il faut avoir un physique hors du commun. Il faut avoir une endurance folle. Et il faut déployer un niveau tennistique hallucinant pendant 15 jours et le répéter 14 fois d'affilée. Enfin, 14 fois tout court, c'est vraiment quelque chose d'énorme et qu'on ne reverra pas, d'après moi. Je pense qu'on ne reverra jamais ça. Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs de tennis ne sont plus forcément capables de répéter cette performance, même si on sait qu'ils sont mieux préparés, que la préparation vraiment s'améliore. Mais je pense que 14 Roland-Garros, c'est absolument impossible à répéter. Je prends un petit risque parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les records sont faits pour être battus. Mais voilà, je pense que voilà, on a eu un terrien. Il n'était pas sur terre quand il a réalisé cette performance. Donc je pense que voilà, c'est le plus grand exploit sportif, tout sport confondu.